Bonsoir à toutes et à tous, Ça a ravi d'être avec commencé? vous. Ça a commencé exactement, Oui, on a enregistré. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Joris, je suis très heureux d'être avec vous ouais, mais tu pas le pour son. animer cette soirée avec Grégory, compagnon que vous voyez, Jacqueline Lopez, Chloé Prudhomme et Bertrand aussi, enfin Belle. On va co-animer cette soirée à quatre. Moi j'anime et eux ils présentent des choses surtout. Et en fait, donc, c'est une soirée sur la question du réchauffement climatique. Euh, on a un petit peu de bruit d'un côté, Chloé, je sais pas si je crois que c'est sur Gilles Vignon. Ah non, c'est bon. Réchauffement climatique, quelles conséquences pour le Beaujolais vert et comment agir? Donc, l'idée n'est pas de pleurer toute la soirée, hein, l'idée est de partir des faits et puis de réfléchir et puis de se dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Donc, c'est une soirée qu'on organise dans le cadre du pôle écolo qui essaye d'agir sur le territoire, notamment de la 8e circonscription, pardon, les cantons de Tizy, Tarare, Lamur, Val-d'Ouin, l'Arbrel, Écully. Je ne sais pas si j'en oublie Tizy, si j'en oublie un ou deux autres, pardon. Et donc, nous sommes actuellement une quinzaine pour cette première soirée, parfois deux personnes devant la caméra. Certaines personnes, je montre rapidement, se sont présentées sur un document post-it. Chloé, Mohamed, une autre Chloé, Bertrand, Jacqueline, Valérie, à Chazé d'Azergue. On voit qu'on a des gens qui sont à Belleville, à Poules-les-Écharmeaux, à Tizy, à Cublise. On a une bonne partie du Beaujolais vert qui est représentée. Je vais assez vite donner la parole à Jacqueline, qui va pouvoir nous présenter un petit peu une base de compréhension de quoi on parle. Puis ensuite, on donnera la parole à Grégory qui nous spécifiera un petit peu, s'il le veut bien, comment ça va se passer spécifiquement cette question du réchauffement et du changement climatique dans le Beaujolais vert. Et puis aussi, on donnera la parole à Bertrand qui nous parlera des actions concrètes qu'il fait avec le collectif citoyen pour le climat du Haut-Beaujolais, notamment la dimension prévention. Et l'idée est bien qu'au fur et à mesure, vous puissiez poser des questions, vous puissiez témoigner, vous puissiez donner des idées. Et n'hésitez surtout pas à le faire par écrit si vous le souhaitez, soit sur le document, je vous ai dit, Padlet que j'ai partagé tout à l'heure, soit aussi dans le chat de la conversation ou à l'oral. Peut-être on peut déjà se dire un petit bonjour pour voir si les micros fonctionnent. Donc, si tout le monde veut allumer les micros, faire un petit coucou. Bonjour, bonsoir. Salut Bonsoir. Bonsoir à tous. Sébastien, on t'entend bien Bonsoir tout le Mohamed. monde. Bonsoir, Bonsoir bonsoir. Gilles. Salut Jérôme Bonsoir. aussi. Bonsoir. Bonjour, bonsoir Sylvie. Eh ben, très bien, n'hésitez vraiment pas à poser des questions dans le chat euh, sur le, sur le Padlet. Jacqueline, de quoi on parle quand on parle de réchauffement climatique, en France notamment, et puis encore une fois, hein, sur le plan, après on donne la parole à Grégory qui nous parle de spécifiquement le Beaujolais vert, à Bertrand, comment on agit, et puis on est ensuite sur une discussion un petit peu libre qui va nous amener à peu près jusqu'à 22 heures. Donc, bonsoir à tous. Moi, je vais essayer de poser des bases, hein, de savoir exactement de quoi on parle. Et pour cela, je vais vous partager un diaporama qui va asseoir un petit peu ce que je vais vous raconter. N'hésitez pas à interagir. Alors, moi, j'ai du mal un petit peu à lire les questions et à parler en même temps. Donc, Joris, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a vraiment beaucoup de questions. Ça marche. Voilà. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui, déjà, pourquoi on parle de changement climatique. Ensuite, quelles sont les principales activités humaines qui sont responsables de ce changement. Quelles sont les conséquences du changement climatique et quelles actions et propositions pour limiter ces conséquences. Donc, voilà ce que je vous propose tout de suite. Et peut-être te présenter aussi en quelques mots, ah oui, Jacqueline, alors dire moi je d'où tu suis parles donc aussi. écologue, c'est-à-dire prof d'écologie dans un lycée agricole. Ça fait maintenant 25 ans que j'enseigne l'écologie à des lycéens qui ont justement la spécialité biologie-écologie. Voilà. Donc je vais sur le terrain, j'emmène mes élèves, j'essaie surtout de leur faire comprendre comment les écosystèmes fonctionnent et malheureusement comment les hommes sont en train de tout détruire. Alors, pour recontextualiser un petit peu tout ça, il y a eu un espoir pour la COP 21 qui visait un objectif de plus 1,5 degré maximum.
Et malheureusement, cet espoir eh ben, s'est un peu évanoui puisque les engagements n'ont pas été tenus par les différents États. Et c'est bon, ouais. Et justement, cet objectif ne sera pas atteignable au vu de la reprise des émissions des gaz à effet de serre qui est repartie de façon exponentielle. Actuellement, on a déjà plus 1 degré, 1,1 degré par rapport à une moyenne qui s'établit jusqu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc, il y a une moyenne et c'est la moyenne de référence. Et vous le savez, comme moi, qu'il y a déjà des conséquences qui sont visibles. On en reparlera un peu tout à l'heure. Et effectivement, on est dans l'urgence dans nos choix de société, parce que les répercussions risquent d'être assez dramatiques. Bien sûr, comme vous le savez, l'ONU et le GIEC nous alertent très, très régulièrement. Et il va y avoir un rapport là, qui va sortir ce mois du GIEC qui est assez alarmant. Je vous en donnerai un petit extrait tout à l'heure. Donc, pourquoi le changement climatique ? Il faut savoir que naturellement sur Terre, pour que la vie soit possible, il y a ce qu'on appelle l'effet de serre, qui est un phénomène naturel. Cet effet de serre permet de maintenir une température moyenne sur toute la surface de la Terre de 15 degrés. Sans cet effet de serre, il n'y aurait pas de vie, puisque l'eau serait gelée. La vie ne serait pas possible. Alors, comment ça fonctionne ? C'est assez simple. Donc, il y a des rayons lumineux qui arrivent, des rayons solaires qui arrivent sur la surface de la Terre. Une partie est absorbée par l'atmosphère et il y a à peu près la moitié qui va arriver sur le sol, sur la Terre. Et il y a une partie de ces rayons qui vont être absorbés par la Terre, par les océans, par les sols, les différents bâtiments, montagnes, etc. Et cette absorption va ensuite il va y avoir ensuite réémission de cette chaleur qui a été accumulée sous forme d'infrarouge, de chaleur. Et ces infrarouges, en fait, vont retourner dans l'atmosphère en partie. Et il y a une partie qui va être justement reflétée par ces fameux gaz à effet de serre. Et donc, c'est là-dessus, sur ces gaz à effet de serre de l'atmosphère, que l'homme intervient de par les différentes émissions qu'il émet. Voilà. Donc, en fait, on a ces infrarouges qui sont des rayons de chaleur qui vont se refléter et qui vont donc permettre à la Terre de maintenir globalement cette température de plus 15 degrés. Actuellement, donc, c'est ce mécanisme qui est bouleversé de par l'augmentation de ces gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz à effet de serre ? Alors, on oublie la plupart du temps que le principal gaz à effet de serre, c'est quand même la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau qui est émise par les océans pour les 3/4. Bien sûr, le dioxyde de carbone qui vient normalement de toute respiration et fermentation des êtres vivants. Également le méthane qui est émis par des fermentations. Et on a les oxydes d'azote, protoxyde d'azote, qui vient surtout de la décomposition des nitrates dans le sol quand ces nitrates sont en absence de dioxygène. Ils viennent aussi de la combustion de certains carburants. Voilà. Donc, en fait, ça, ce sont les principaux gaz à effet de serre. Il y a aussi des gaz fluorés qu'on verra dans le tableau après, qui ne sont en théorie plus émis, mais qui persistent encore dans l'atmosphère. Voilà. Du coup, là, donc, voilà justement l'origine des différents gaz à effet de serre qui sont émis par les hommes d'origine anthropique, qui sont le CO2, comme vous le savez, puisqu'on atteint aujourd'hui des niveaux qui n'ont jamais été inégalés dans l'histoire de la Terre, du moins de ce que l'on sait des prélèvements. Donc, on est à 410 parties par million et on a multiplié cela en 300 ans. Cette quantité, en fait, vient essentiellement de la combustion de pétrole, de charbon,
et vient aussi de la déforestation qui ne stocke plus ce CO2 et du coup qui lui permet encore de rester dans l'atmosphère. Ce CO2, il a un effet, ça va être le gaz de référence pour calculer les différents effets. L'autre gaz à effet de serre qui est aussi assez important, c'est le méthane. Ce méthane vient surtout de l'élevage intensif des bovins. Il faut savoir que le nombre de vaches à viande a été multiplié par 50 en 50 ans. Et c'est un gaz qui est 21 fois plus puissant sur le climat que le CO2. Donc, il vient surtout de l'élevage intensif des bovins, également des décharges, des rizières. On arrive aussi maintenant au protoxyde d'azote, qui vient aussi de l'usage intensif d'engrais synthétiques, d'engrais de synthèse, et des combustions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et celui-ci est 280 fois plus puissant sur le climat que le CO2. Et enfin, on a ces fameux gaz fluorés qui étaient utilisés dans les climatiseurs réfrigérateurs, et qui ne sont en théorie plus utilisés, en tout cas dans les pays industrialisés, mais qui persistent encore dans l'atmosphère. Voilà pour les activités humaines et ces gaz à effet de serre qui sont émis par nos différentes activités. Alors, en France, par exemple, l'essentiel des gaz à effet de serre est dû au transport, pour à peu près 30%. Pour à peu près 25%, c'est l'industrie. L'agriculture est responsable de 19% aussi d'émissions de gaz à effet de serre, surtout avec le méthane et avec les engins agricoles et avec le protoxyde d'azote. Les activités domestiques, 11%, 12% à peu près. La production d'énergie et la gestion des déchets, c'est-à-dire les décharges en particulier et les combustions. Et Jacqueline, on met où le chauffage là-dedans? Dans les activités domestiques. D'accord, donc ça arrive quand même en 4e position. Moi, je croyais que c'était beaucoup plus haut. C'est ça. Ok. Voilà, si je vais trop vite, vous me le dites, on m'indiquerait. Non, c'est bien. Je pense qu'on pourra de toute façon, non, mais sans dire qu'il faut te presser, mais le diaporama est aussi disponible sur le document partagé post-it, donc les gens peuvent revenir à une diapo d'eux-mêmes s'ils veulent. Alors, justement, quelles sont les conséquences de ce changement climatique, puisque, je répète, actuellement, on a quand même déjà 1,1 degré de plus qu'il y a 150 ans à peu près. Et tous les différents scénarios du GIEC disent que les températures vont augmenter entre de 1,5 à 5 degrés, sachant que le 1,5 degré, il y a de fortes chances que ce soit utopique, puisque actuellement, il y a très peu de choses qui sont faites pour la neutralité carbone. Et malheureusement, ces 1,5 ne sont pas atteignables pour l'instant. Il faut savoir qu'à plus 2 degrés, il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'il y aura un changement irréversible de notre environnement. Et il faut savoir que 5 degrés, en fait, il y avait à peu près 5 degrés d'écart entre les périodes glaciaires de notre Terre et notre climat actuel. Voilà, pour vous donner un exemple. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un phénomène d'emballement, c'est-à-dire que au plus la température augmente, au plus, en fait, il y a des effets secondaires qui vont accentuer cet effet de serre. J'en ai mis 2, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple le permafrost, qui est le sol gelé qui se trouve notamment en Sibérie, mais pas seulement d'ailleurs. C'est le sol gelé qui, du fait de la température élevée, libère tout le méthane qu'il avait conservé pendant des milliers et des millions d'années. Or, cette libération de méthane va encore accentuer l'effet de serre. L'augmentation de l'évaporation marine, on n'y pense pas souvent, puisque là, ça va augmenter la quantité de vapeur d'eau, va aussi augmenter l'effet de serre.
Il y a encore un autre élément qui est la fonte des glaciers, hein, et c'est la fonte des glaces, outre le fait que ça va augmenter le volume, enfin le niveau de la mer, mais surtout ça va beaucoup, enfin cette surface blanche va beaucoup moins refléter le soleil et va beaucoup moins renvoyer des rayons, et au profit de justement pareil enfin, ces rayons, cette chaleur va être accumulée dans l'eau au lieu d'être reflétée. Et donc on a aussi un phénomène qui va être amplifié. Et comme vous le savez, hein, le réchauffement climatique est beaucoup plus... enfin, les températures sont beaucoup plus élevées, et notamment au pôle Nord. Hein, je crois que ça doit être 3 ou 4 degrés en plus ces dernières années par rapport au L'élévation de la reste de la Terre. température a été plus importante au pôle Nord qu'en France, par exemple. Exactement. Okay. Exactement. Donc, en fait, c'est ça qui est assez très, très inquiétant, hein, avec ces phénomènes d'emballement. C'est vraiment ça qui est vraiment très inquiétant. OK. Alors justement, d'après le rapport qui va normalement sortir là, au mois de février, il y a encore un rapport du GIEC qui va sortir qui précise que l'humanité est à l'aube de retombées cataclysmiques. Donc, bon, je vous ai mis un petit exemple. Hein, donc, ces impacts vont s'accélérer et devenir palpables très bientôt, 2050, finalement, c'est dans 30 ans, c'est pas si loin que ça, avec des pénuries d'eau, de l'exode, évidemment, qu'on commence déjà à voir, hein, de la malnutrition, l'extinction d'espèces qu'on observe déjà, bon, partiellement en raison du réchauffement climatique, mais entre autres. Et, tu parles d'exode, par exemple, se Jacqueline, faire... c'est les réfugiés climatiques. Oui, C'est ça, hein, par exactement. exemple, on a des jeunes mineurs non accompagnés issus, par exemple, du Mali ou du Burkina qui arrivent en ce moment en expliquant qu'ils ont quitté leur région natale parce que l'élevage était plus possible ou l'agriculture était plus possible. Et puis, par exemple, des réfugiés climatiques qui ont perdu complètement leur atoll. Je ne sais plus comment s'appelle l'atoll, mais dans le Pacifique, un atoll qui était au ras de l'eau Oui, et l'eau est passée oui. au-dessus. Donc, c'est Les vraiment premiers des choses. réfugiés, alors moi non plus, je ne me Voilà. souviens plus, mais effectivement, ce sont les premiers réfugiés climatiques, mais la famine, en fait. Hein, en fait, on parle de... Il y a beaucoup de réfugiés qui sont, même aujourd'hui, des réfugiés climatiques. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, normalement, c'était un projet de... Qu'est-ce que je voulais dire oui, en fait, ce rapport va être donc soumis aux Nations Unies ce mois-ci, justement, pour alerter un peu tout le monde. Encore un. Comme vous le savez, alors je vais passer un peu, parce que c'est des choses que vous savez déjà. Hein. Moi, je voulais juste faire le point sur différentes choses. Hein. On a des pertes de terres habitables et cultivables, arables, qui vont être importantes. Bien sûr, l'acidification des océans, comme vous le savez, provoque la mort des récifs coralliens, qui sont en fait des nurseries et qui permettent de peupler les océans. On a des modifications d'écosystèmes et surtout, ce qu'on observe déjà depuis quelques années, la baisse des rendements agricoles. Enfin, je ne sais pas s'il y a des agriculteurs parmi nous, mais ces dernières années ont été assez graves parce que, à part l'année passée où il a plu vraiment beaucoup et où certaines récoltes ont été assez bonnes, mais il y a vraiment des questions à se poser pour l'agriculture. Et ce qu'on oublie aussi, et notamment avec la fonte du permafrost, c'est effectivement la propagation de maladies, hein, du fait de vecteurs qui ne sont plus tués à cause du froid, et aussi de la libération de certains micro-organismes qui étaient piégés dans ces terres. Et c'était une question que posait Mohamed. Là, tu parles alors de virus qui existent, qui sont relibérés finalement. Est-ce qu'il y a aussi, comme le questionnait Mohamed, des nouveaux virus qui apparaissent? On peut penser au Covid, qui peut-être vient aussi du fait que certains animaux avaient des écosystèmes qu'ils n'ont plus, en lien peut-être avec la question
du changement climatique. Peut-être pas que, c'est aussi comment dire, la disparition des habitats surtout. C'est ça, voilà. Mais effectivement, la disparition des habitats, enfin, il y a un effet cumulateur de tout ça en fait. Hein. Donc la disparition des habitats, certes, qui font que des espèces qui ne devraient pas se rencontrer se rencontrent, des virus qui étaient très éloignés se rencontrent, et c'est là que effectivement des nouveaux virus apparaissent. Hein. C'est le cas de ces derniers virus qui nous ont pas mal pourri la vie. Voilà. Et ça risque de se produire beaucoup plus. Et encore. Oui. Voilà. Je suis désolée, mais c'est pas très gai ce que je vous dis, mais malheureusement, c'est la réalité. Alors, quand même, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est quelle action ou proposition pour limiter ces conséquences. Il y a effectivement toutes les mesures, les préconisations dont je ne vais pas vous rebattre les oreilles, sur le chauffage, sur manger local, sur etc. Ça, c'est des choses que vous savez. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà sensibilisé à tout cela. Mais en fait, même si on fait des choses localement, pour que tout ça puisse se répercuter au niveau national et surtout au niveau international, enfin, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit répercuté partout. Et pour cela, de mon point de vue, il faut aussi que ça s'accompagne de mesures sociales et sociétales, notamment de lutte contre la pauvreté, pour justement qu'il y ait une action globale. En fait, de mon point de vue, ça n'engage que moi, on ne pourra pas parler d'écologie sans parler de pauvreté, sans parler d'égalité, d'équité, voilà. Voilà. Alors, quelques idées sur nos territoires. Le plus important, à mon sens, c'est de maintenir une diversification des écosystèmes, c'est-à-dire sur un territoire où il y a des écosystèmes qui vont se compléter, par exemple une forêt, une rivière, des prairies, des zones humides, etc. Souvent, dans ces lieux, eh bien, le phénomène de résilience est plus important parce qu'il y a un effet de... chacun peut un petit peu aider l'autre et ce phénomène est beaucoup plus important que quand on a des zones où il n'y a qu'un seul écosystème ou agrosystème. Il va falloir également réfléchir sur l'agriculture, choisir les cultures en fonction de la disponibilité en eau. D'ailleurs, c'est une grande question puisque c'était débattu hier et malheureusement, les choix qui ont été faits ne sont pas forcément très, très équitables de mon point de vue. Planter des arbres, mais ça, vous le savez. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui se mettent à l'agroforesterie, notamment ceux qui sont très sensibilisés à ces soucis-là. Bien sûr, la plantation de haies, et puis après, les bâtiments écologiques, et bien sûr, la juste utilisation des sols. Ok. Donc ça, c'est juste quelques idées, sachant qu'il y a des invités qui en parleront bien mieux que moi. C'est ça, et puis on échangera notamment sur qu'est-ce qu'on peut faire sur les deux axes, un petit peu comment on s'adapte aux changements dont certains sont inéluctables, et puis comment on agit aussi pour limiter peut-être ces changements sur notre niveau d'influence aussi. Voilà, exactement. Ok. Donc effectivement, on a une situation qui est vraiment préoccupante pour l'avenir de l'humanité. Et il est urgent que tous les États, tous les citoyens du monde s'emparent de ce problème. Et voilà, moi je pense qu'il faut agir à tous les niveaux, agir ensemble, et puis surtout agir vite, parce que c'est de l'avenir de nos enfants dont il s'agit. Voilà. Alors à la fin, j'ai mis quelques liens. Il y a notamment une vidéo qui est pas mal, sur... une petite vidéo du Monde qui est très bien sur le réchauffement. Voilà. Ok, et donc vous pouvez retrouver ça sur le mur de post-it. Il y a le diaporama avec les liens. Valérie complète en disant qu'on voit apparaître des plantations d'arbres sur Lyon, mais il n'y a pas d'association avec des haies très utiles aux oiseaux de petite taille. Donc ça pose aussi la question
de la biodiversité. Quelqu'un sur un post-it, sur le mur de post-it, dit aussi pour chaque degré supplémentaire, les pertes de rendement sur les céréales augmenteraient de 10 à 50%. Peut-être tu peux arrêter ton partage d'écran, Oui. Jacqueline, qu'on se retrouve un petit peu, on pourra le remettre si besoin, mais de visu. Peut-être déjà comment vous accueillez ça, vous, à main levée comme ça. Ceux qui n'ont pas la caméra allumée, vous pouvez dans les réactions mettre le pouce en l'air pour vous faire connaître. Qui déjà est, comment dire, a avec cette présentation des informations un petit peu nouvelles ou plus précises que ce que vous connaissiez. Est-ce qu'il y a des gens qui découvrent de l'information nouvelle ou plus précise? Ouais, je vois Mohamed, Jérôme qui lève la main, qui se dit mais ça je le connais très bien finalement, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Levez la main ceux qui ont déjà ce Bertrand, ouais, Valérie, Sébastien, vous connaissiez déjà bien ces informations, qui était déjà arrivé à 20h30 un petit peu catastrophé déjà sur cette question du climat. Levez la main s'il y avait du monde un petit peu catastrophé. On parle un petit peu de comment on appelle ça, de solastasie, non, ou solastalgie, je ne sais plus, un petit peu la déprime due aux perspectives d'effondrement, etc., qui, avec la présentation de Jacqueline, est encore plus catastrophée. Levez la main. Ouais, il y en a quelques-uns, ok, mais pas tout le monde, et qui y voit enfin, comment dire, quelques perspectives d'espoir quand même dans la présentation de Jacqueline. Il y en a, ouais, Mohamed. Peut-être que Plein d'espoir toujours. peut-être on peut partir de ça. Donc, double question, c'est quoi finalement les petites notes d'espoir, de pistes de travail que vous y voyez? Et puis, plus globalement, comment vous recevez ces premières informations? Nathalie, dans le chat, dit il semble que nous devrions parler de changement climatique et non du réchauffement, qui est un peu trop rassurant. Tu pourras nous dire, Nathalie, si tu veux, à l'oral, ce que tu veux dire par là. Anne qui parle on ne peut pas dire qu'on ne plante pas d'arbres dans le Beaujolais vert, et là on donnera la parole à Grégory. Est-ce que ce sont des arbres? Est-ce que ce sont des forêts dans le Beaujolais vert, ou est-ce que c'est autre chose? Et puis qu'est-ce qui va se passer pour ces plantations dans les années à venir? Et les post-it donc sont sur un mur, un outil externe de Zoom. Je vous remets le lien là à l'instant. Si vous cliquez dessus, vous pourrez aller le voir. Mohamed, alors si on commence, toi tu avais levé la main pour la note d'espoir, tu y vois quoi comme note d'espoir ou piste de travail finalement pour nous? Alors moi, je connais pas trop en fin de compte mes sujets. Par contre, mais je connais que lorsque les hommes et les femmes se rencontrent dans une réflexion commune, ils peuvent quand même changer les habitudes. Donc ça, c'est notre défi à tous. Puis je crois quand même encore à l'humain. Donc ça me permet de dire que l'espoir est toujours là, même s'il y a des signes quand même assez importants dans. Voilà, c'est plus en fin de compte ce travail mais de réflexion et aussi ce travail de faire avec. Ok. Donc, il va y avoir des changements, mais il y a encore des possibles avec ces changements, et puis peut-être des actions. Tu parles de rencontres, de prise de conscience, de sensibilisation, peut-être des choses C'est ça. possibles pour limiter la casse. Il y en a qui veulent rebondir sur ce point de vue, ou pour revenir sur ce que ça a fait pour eux, la présentation de Jacqueline. Sylvie, ouais, allez-y, je vous en prie. Oui, tu peux me N'hésitez pas à vous tutoyer. présenter en 2 mots quand vous arrivez. Tu peux me tutoyer. Ça marche. Donc Sylvie, je suis dans les équipes de campagne de Lyon, 6e arrondissement de Lyon. Voilà, et puis ça m'intéressait de parler climat parce que je suis très néophyte en termes de militantisme politique. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'espoir, c'est que bah voilà, j'ai un peu plus de 50 ans et je m'y mets seulement. Et je m'y mets avec Génération, mais du coup, pour une politique écologique et un changement de ce point de vue. Moi, je voulais juste témoigner de ce que je vis aussi sur les marchés, où finalement, bon, on a plein de contestataires, bien entendu, surtout avec notre maire écologique et les pistes cyclables partout à Lyon. Vous voyez bien un peu comment on peut être reçu. Mais par contre, moi, je trouve qu'il y a plein de, voilà, de personnes qui nous regardent, qui nous disent merci, qui prennent des tracts aussi. Ce que
Au régional, j'avais moins déjà, je trouve. Ça, alors, c'est pas la même élection, certes, mais voilà. Donc, moi, j'ai envie d'avoir de l'espoir parce que je pense que les gens les gens réagissent un peu plus, se renseignent, s'informent, tout ce que, bah, la preuve, ce que vous faites là. Mais on devrait faire. Alors, c'est vrai que c'est un peu noir pour les jeunes, mais aborder peut-être ça de façon en géographie, comme on faisait d'autres choses. Voilà, et puis, Et peut-être pour rebondir, Sylvie, c'est vrai que ça fait partie aussi des paris qui ont amené à cette soirée. Beaucoup de gens, presque tout le monde, est concerné, intéressé par les questions de l'écologie. Après, tout le monde n'est pas passionné par les élections et les candidats et les candidates, mais en tout cas, on arrive à regrouper 20 personnes ce soir qui ont envie de parler de ces sujets. Et donc, ce que tu pointes aussi, voilà, c'est la question peut-être de la prise de conscience. Je me permets de faire tourner la parole, je te la redonnerai après si tu le souhaites. Il y a Jacqueline Pas qui de voulait souci. réagir. Je voulais Et juste, puis peut-être qu'il juste faudra pas qu'on tranche, mais qu'on aborde avec Gilles, Nathalie, cette question de est-ce qu'on parle de dérèglement climatique ou de changement climatique Juste pour ou répondre de à réchauffement. Sylvie, dans beaucoup de programmes maintenant, le changement climatique est abordé. Voilà, Programme en scolaire. lycée, ouais, Mm. dans les programmes scolaires. Voilà. moi, j'en suis ravie. Je reviens sur la question que je posais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que ça vous amène comme question? Est-ce que ça vous bouscule la présentation un petit peu de base? Puis d'ici 2-3 minutes, on donnera la parole à Grégory s'il veut bien sur vraiment la question précise. Dans le Beaujolais vert, il va se passer quoi? Voire il s'est passé quoi? Je sais que par exemple la question des arbres qui prennent des coups de chaud, c'est un sujet qui, dans mon village, moi, avait beaucoup plus intéressé et fait parler que tous les autres sujets qui pouvaient amener à parler d'écologie et de protection de l'environnement. Donc en tout cas, voilà, je repose la question. Qui veut prendre la parole pour dire ce que ça lui a fait déjà cette première présentation? Vas-y, Grégory. Alors déjà, pour résoudre un problème, il faut déjà le savoir. Si on sait quel problème on a, c'est plus facile de le résoudre que si on ne le sait pas. Voilà. Par contre, si on vous dit que vous avez un cancer généralisé et que vous avez peu de chances de vous en sortir, bah, même si vous le savez, ça ne va pas bien beaucoup vous aider. Donc là, on est un petit peu entre les deux. On est en train de nous dire, les scientifiques sont en train de nous expliquer, de nous prouver qu'on a un très 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 gros problème. Et on nous dit aussi qu'il n'est pas trop tard. Donc l'espoir, il est toujours là. Voilà ce que j'avais à dire pour rebondir sur ce dont on parlait. Chloé a demandé la parole. Oui, non, mais sur ce que ça suscite, moi je retiens une phrase sur le diapo de Jacqueline, c'est les enfants qui naissent en 2021 auront 30 ans en 2050. Et seront impactés. Voilà, et en 2050, il y aura des changements déjà très, très importants, irréversibles, etc. Même si c'est déjà le cas, mais je veux dire, dans 30 ans. Et donc, moi, je n'ai pas encore d'enfant et ça m'inquiète énormément, cette phrase. Voilà, même si je la connaissais déjà, mais je trouve qu'elle est très impactante parce que pour nous, jeunes qui n'avons pas encore d'enfants, ça pose quand même la question de se dire, OK, en fait, on n'a pas, voilà, comment ça va se passer si on ne fait rien aujourd'hui? Moi, personnellement, c'est ça que ça me fait dire, quoi. Grégory, tu disais, il y a un peu d'espoir. Ouais, mais il y a de l'espoir, mais en fait, si on fait quelque chose maintenant, quoi, pas demain. Voilà. Sébastien, puis ensuite Bertrand. Alors déjà, est-ce qu'on m'entend sans que ça sature, sans que ça fasse de... Là, c'est bien pour le moment, ouais. Bon, ben, impeccable. Donc, pour rebondir avec ce qui vient d'être dit, donc déjà, je m'appelle Sébastien, j'ai 45 ans, j'ai changé il y a un peu de profession, je suis assistant maternel et j'ai l'honneur de m'occuper de la petite Lélia, donc la Ma fille de fille. Fabrice, et je vais bientôt en accueillir une autre petite de 2 ans. Simplement, ce qui me frappe, moi, quand j'entends tout ça, c'est que la plupart d'entre nous, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart d'entre nous a un travail qui est basé sur la croissance dans une entreprise, une industrie, quelle qu'elle soit. Et le problème, c'est que on est piégé par cette croissance. Beaucoup de professions sont piégées par cette croissance. Et l'effort que ça va demander, il est beaucoup, beaucoup plus important que ce qui semble paraître. Là, moi, par exemple, pour des convictions de cet ordre-là, mais pas que, aussi, j'avais envie de donner une orientation beaucoup plus humaine à ma profession. Je trouvais de moins en moins de sens dans mes boulots.
Et j'avais le sentiment d'alimenter une machine qui alimentait elle-même une croissance infinie, mais une croissance infinie sur un monde fini, c'est pas possible. La Terre, elle fait 13 000 et quelques kilomètres de diamètre, elle n'en fera pas plus. Et puis après, sans parler de ce qu'on attend, nous, en tant qu'êtres humains, de ça, même si on pouvait indéfiniment comme ça créer de la croissance, de la richesse, est-ce que c'est une finalité en soi? Et la difficulté, c'est que malgré tout, ben, moi j'ai deux petites filles, on a des impératifs, on a des factures d'électricité qui explosent, donc même si on veut contraindre son salaire en ayant, je l'explique avec mes mots, moi, hein, c'est compliqué, j'ai très rarement l'occasion de faire des zooms, mais ce que je veux dire par là, c'est que on ne pourra pas ne pas décroître d'une certaine manière, en fait. Et ça passera forcément, si vous voulez, que les ressources, pour les factures d'électricité augmentent, tout augmente, parce que justement, on a affaire à une contraction des ressources. Ces contractions des ressources génèrent une forme de pénurie. Après, il y a un phénomène d'offre et de demande qui est de plus en plus, voilà. Nous, on ne change pas forcément nos consommations, peu importe le salaire qu'on gagne, on est basé sur une certaine régularité dans notre façon de consommer l'électricité, toutes ces énergies-là, et le pétrole, surtout en tout premier lieu le pétrole, avec parfois un peu d'hypocrisie, moi le premier, parce que moi aussi j'aime bien de temps en temps prendre ma voiture, je vais peut-être pas forcément l'utiliser à bon escient tout le temps, et tout ça, ça rentre comment dire, en dissonance cognitive en moi. Ça me Et c'est vrai que perturbe là, énormément. tu pointes plein de choses. Tu pointes la question, Chloé le souligne dans le chat, des limites planétaires et est-ce qu'on peut croître infiniment dans un monde fini. Tu poses la question finalement de notre capacité à changer et puis de notre besoin de confort et notre difficulté peut-être aussi de revenir sur cette notion de confort. Et puis finalement sur les modèles pour notre société française, mais plus largement à venir. Est-ce que décroissance ou croissance verte, qu'est-ce que ça veut dire? On a un président, par exemple, qui va chercher plutôt des solutions technologiques aux problèmes du climat, etc. Ça me fait penser aussi à, je ne sais plus quel pays nordique qui a construit une usine là, pour capter le CO2, donc une solution technologique pour capter du CO2. Donc, ça pose vraiment plein de questions très, très complexes. La question aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait à notre niveau, quoi, parce que c'est finalement très stressant, et on en parlait avec Chloé, c'est très stressant de se dire nos enfants, dans 20 ans, dans 50 ans, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Est-ce qu'il va y avoir une désertification de la vallée du Rhône d'ici 2050? Est-ce qu'il va y avoir la garrigue jusque dans le Beaujolais, etc., etc. Donc, c'est aussi comment on vit avec ça et comment on agit à notre niveau de contrôle, d'influence, et peut-être comment on essaye aussi de ne pas s'angoisser sur des choses qu'on ne maîtrise pas, quoi. Je continue à faire tourner la parole. C'est OK, Sébastien? Oui, oui, oui. Bertrand, puis Jérôme, et puis peut-être on donnera la parole à Grégory ensuite pour nous parler du Beaujolais vert, et puis de aujourd'hui, demain, vraiment autour de nous. Bertrand? Oui, écoute, moi, je n'ai pas découvert ce que Jacqueline a proposé, parce que c'est un peu ce qu'on raconte aussi dans la fresque du climat. Je rejoins Grégory sur l'aspect sensibilisation, information. Je suis juste désespéré par le petit nombre de gens qui ont l'air de s'impliquer là-dedans. Mais c'est un avis lointain. Je ne suis pas non plus tous les jours à Lyon pour voir si ça bouge ou si ça ne bouge pas. Effectivement, les manifestations auxquelles j'ai pu participer n'ont pas forcément toutes rassemblé des milliers de personnes. Les marches climat, par exemple, si on parle de ça. Donc la question que moi j'aurais, ou l'interrogation que j'aurais, c'est, comme dit Grégory, on sait qu'on est atteint d'un cancer, une forme de cancer. Un certain nombre de gens le savent, on en parle de plus en plus, et pour autant, je n'ai pas le sentiment que ce soit des choses qui vont déchaîner les foules. On a une certaine forme d'impuissance, à mon avis, par rapport à tout ça. Évidente. Des choses qui dépendent de nous ne vont pas fondamentalement changer le cours de la planète. Donc c'est là où effectivement les enjeux se situent à des niveaux. J'ai tendance à croire que les gens qui gagnent de l'argent avec le système actuel se mettront à faire de l'écologie, entre guillemets, ou au moins du respect de l'environnement, quand ils gagneront plus d'argent à faire du respect de l'environnement qu'à le détruire.
Mhm. Donc là, on va rentrer dans une autre problématique qui ne dépend pas de nous non plus. La seule note d'espoir que j'ai, moi, c'est… en fait, ce n'est pas une note d'espoir, c'est pour ne pas virer dans le… je me tire une balle tout de suite. C'est tout ce que je peux faire, même si je sais que c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est de faire quelque chose. Le 3CHB s'appuie un peu là-dessus, enfin, au moins pour ma Alors, partie. 3CHB en 2 mots peut-être pour Ah oui, peut-être parce que tout le monde ne connaît pas encore. Mais quand vous sortirez de là, vous connaîtrez tous. Le 3CHB, c'est un collectif qu'on a créé il y a 1 an, je sais pas, au mois de mai de l'année dernière pour être précis, donc ça ne fait pas 1 an, qui s'appelle le collectif citoyen climat, le 3C de la Convention citoyenne, mais HB pour Eau Beaujolais. Et l'objectif, c'était effectivement un des objectifs, on va dire, c'est de faire de la sensibilisation. Et puis un autre objectif, c'est de faire du partage d'informations, d'idées, d'actions, d'initiatives, de compétences, d'expériences. Et un troisième objectif, c'est de travailler sur des actions locales qui peuvent être la mise en route d'un café réparation, qui peuvent être la mise en route d'un système d'échange libre, je crois, local, libre, je ne sais plus, SEL. Voilà. Donc ça, c'est rapidement brossé, mais il n'y a pas grand-chose de plus. Après, je pourrais dire où on en est, tout ça, mais juste pour expliquer, face à l'espèce d'impuissance qu'on peut ressentir, pour ne pas se prendre tout de suite, l'idée, c'est de bouger, quoi. Enfin, d'essayer de faire quelque chose qui va dans le sens ou de l'information, ou de la pédagogie, ou d'action locale. Ok. C'est un peu comme ça que je m'en sors, on va dire. Et peut-être juste pour préciser, donc vous êtes situé géographiquement où? Vous êtes combien à peu près? Alors, on est basé, on va dire, officieusement, mais concrètement à Chennet, parce que c'est notre lieu de réunion régulier. Chez Annette, c'est le café de Chennet qui fait un peu lieu d'accueil de nos réunions. Et on a une mailing list aujourd'hui d'une centaine de personnes. Donc, on disait qu'il ne suffit pas d'avoir des gens qui soient au courant et qui soient tenus informés pour que ça bouge. Moi, personnellement, je considère que ça ne bouge pas énormément. Enfin, au niveau de la mailing list, on parlera des actions après. Voilà. Ok, ça marche. Et donc, tu pointes la nécessité, la possibilité d'agir. Tu pointais aussi la question de la connaissance et puis aussi un peu de l'expérience sensible et c'est que les gens ont finalement des changements qu'il y a autour d'eux. Et ça rejoint un commentaire qui est sur le mur de post-it, là, quelqu'un qui dit écologie des villes, écologie des champs. Je pense que sur les grandes villes, les habitants sont moins confrontés au dérèglement climatique. On pourra en débattre. Est-ce qu'ils sont impactés par exemple, les gros coups de chaud, comme on appelle ça, les canicules. Donc, la personne dit qu'ils subissent les variations de température et la pollution de l'air, mais ils n'ont pas les marqueurs nature, rivière à sec, disparition d'oiseaux, pas de pluie au moment des semis. Et moi, ça me fait écho aussi ce témoignage avec, dans les médias, je ne sais plus où, quand j'écoutais que quelqu'un qui disait qu'on avait un souvenir de l'expérience climatique qui était assez récent, 5-6 ans, mais qu'on avait beaucoup de mal à se souvenir de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et quand il fait -2 l'hiver, les gens disent « Ouh là là, c'est l'horreur, il fait très très froid ». Et le 31 décembre, il y avait des gens qui étaient à boire des cafés sur les terrasses des villes en tongs. Et finalement, ça ne leur paraissait pas, pour les personnes qui étaient interrogées, si incroyable que ça, quoi. Donc, il y a une expérience sensible qui s'oublie peut-être dans le temps, et puis une expérience sensible qui n'est pas partagée par tout le monde. Vous parliez, et justement, là, on parle de écologie des villes, écologie des champs. Dans la campagne, dans le Beaujolais vert, je ne sais pas en moyenne combien les enfants passent de temps dehors par jour, mais je ne suis pas sûr que ce soit autant qu'il y a 20 ans ou 50 ans aussi. Donc, l'expérience sensible de la nature, je pense qu'elle évolue aussi pas mal avec nos nouvelles générations. Jérôme qui voulait la parole, et puis ensuite, on enchaîne avec ce chapitre vraiment de spécificité beaujolaise. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Alors, merci pour l'organisation de la soirée et puis pour les interventions passées et futures. Donc, Lyon 3. Et en économie, donc j'ai l'occasion d'enseigner l'économie du climat. Et je fais à mes étudiants, par exemple, j'aime bien le faire parce que ça donne une bonne base de départ. Ce que j'ai mis dans les chats, nosgestesclimat.com.fr, qui permet de faire son bilan gaz à effet de serre personnel et de voir ensuite, évidemment, sur quelle
compartiment de son quotidien, on peut agir. Et on découvre, par exemple, en ne mangeant plus de viande, on peut économiser, dans un modèle standard, évidemment, de production de la viande, une tonne de CO2 par an. C'est très, très grossier comme calcul. Ou alors, en évitant d'être dans une grande banque comme la Société Générale ou la BNP, à partir du moment où on place dans un compte courant ou d'épargne 1 000 € à la BNP, par exemple, on arrive aussi assez rapidement, au travers des activités que la banque finance, à une tonne de CO2 par an. Et donc, si on passe au crédit coopératif, évidemment, on émet déjà beaucoup moins. Ça, c'est donc un premier point. Je pense que je t'intéressais par les phénomènes d'emballement climatique qui ont été décrits par Jacqueline, et notamment le permafrost. Il y a, je crois, 2 ou 3 en termes de stockage, 2 ou 3 fois plus de gaz à effet de serre contenus dans les sous-sols qu'il y en a dans l'atmosphère. Et donc là, on voit que le phénomène d'emballement climatique, il peut être très, très pervers, puisque plus il y a du réchauffement, plus le permafrost ou le pergélisol, on l'appelle aussi comme ça, va fondre, plus on aura des gaz à effet de serre, etc. etc. Et ces cercles vicieux, en fait, d'emballement climatique, je pense que c'est ça maintenant qu'il faut privilégier, parce que autant on a une conscience maintenant de plus en plus claire et de plus en plus élargie, à une frange de la population de plus en plus large du changement climatique, qui est déjà à nos portes, malheureusement, autant on a moins conscience, il me semble, du problème que ça poserait si on dépassait les plus de degrés de réchauffement. Et ce problème de non-retour en arrière qui nous pend au nez. Voilà. Bon, dernier point, ce que j'ai appris ce soir, ce que j'avais levé la main tout à l'heure, c'est sur les gaz fluorés. Moi, je ne savais pas qu'ils avaient disparu. En fait, je pensais que mon réfrigérateur émettait toujours des gaz fluorés, que toute la chaîne du froid aussi était en jeu dans les hypermarchés, etc., dans les congélateurs. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut donner des détails là-dessus, par quoi ils ont été remplacés, du coup, bref, c'est un point technique qui m'échappe. Voilà, merci. Ok. Est-ce que quelqu'un a une réponse très technique à apporter à Jérôme sur sa dernière question? Bertrand, peut-être? Technique, non, mais ce qui est intéressant sur les gaz fluorés, c'est qu'il y a eu effectivement une action concertée internationale qui a mené a priori ses fruits, puisque les gaz fluorés ont disparu, enfin, quasiment disparu de ces congélateurs frigo. La question qui est intéressante et à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est comment ils ont fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a motivé la communauté internationale à agir et à obtenir des résultats dans un délai qui était a priori efficace, puisque le résultat est quand même là. Donc voilà. Moi, j'ai en tête le protocole de Montréal, mais c'est 1987, et c'était pour éviter que le trou dans la couche d'ozone ne s'aggrave, et il s'agissait bien d'un HFC, donc d'un gaz fluoré. Oui, tout à fait. Mais j'étais au point sur ce gaz-là, mais sur les autres gaz, je n'étais pas au point. Voilà. C'est remplacé notamment par l'ammoniac, je suis en train de regarder. Ah, d'accord. Okay. Grégory, est-ce qu'on peut te passer la parole? Qui es-tu? D'où parles-tu? Et qu'as-tu à nous dire? Oui, bonjour, je m'appelle donc Grégory, j'habite à Grand-Ry. Je suis comme Chloé, je suis encarté à Génération Écologie. Bon, j'y fais pas grand-chose, mais c'est un parti qui je trouve très intéressant. Et de profession, je suis archéologue, donc je fais surtout de la fouille. Et en volet recherche, moi, je travaille sur la dynamique de population dans les territoires. Donc, je m'intéresse beaucoup au territoire à travers le temps et comment les gens ont occupé ce territoire en fonction des époques, qui a été la dynamique démographique, économique et écologique sur ces territoires à travers le temps. Voilà, donc ce soir, tu m'as proposé de faire un petit bilan donc, sur qu'est-ce qui va se passer avec le changement climatique dans le Haut-Beaujolais. Donc, j'ai pas préparé malheureusement, j'ai pas pris le temps de préparer un PowerPoint, enfin une présentation visuelle. C'était pas obligatoire, pas de problème. Voilà. Donc, on va y aller. J'ai quelques trucs en tête, j'ai pris quelques notes. Je tenais à dire d'abord, je vais essayer de faire vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, que pour moi, le changement climatique, c'est qu'un volet du problème.
le principal problème, on pourra en débattre après, c'est notre façon d'occuper ce monde et c'est notre façon d'être au monde, en fait, le principal problème, parce qu'en fait, je peux en parler un peu, mais l'érosion de la biodiversité, elle n'est pas du tout, elle n'est pas uniquement due au changement climatique. Voilà, elle est due à notre façon d'occuper l'espace. Vous voyez tout ce qu'il y a autour de chez vous, là dans le Haut-Beaujolais, il n'y a pas 1 cm² qui n'a pas été anthropisé à travers le temps. La forêt vierge, le petit coin vierge de l'activité humaine. Anthropisé. Anthropisé, c'est-à-dire occupé, qui a été aménagé par l'homme. Il n'y a pas 1 cm² qui n'a jamais été remué avec une pioche ou une pelle. Vous voyez, tout a été érodé, lessivé, remanié, etc. On le voit bien en faisant de l'archéologie, justement. Donc, on va aller directement dans le sujet. Donc, moi, j'avais vu dans le rapport de 2018, il me semble, que le climat, en Europe de l'Ouest en tout cas, il avance de 6 km du sud vers le nord chaque année. Et ce phénomène, il s'accélère. Selon les climatologues, ça pourrait même, dans quelques années, ça pourrait même être 10 km par an du sud vers le nord. Si bien qu'on pourrait dire que d'ici 20 ans, on aura le climat de Montélimar. Voilà, c'est à peu près garanti, 6 km par an fois 20, on est à 120 km. Montélimar est à 140, je crois. Vous voyez, on aurait le climat de Montélimar en 2040, ici dans le Haut-Beaujolais. Donc ça va très très vite. En tout cas, personne n'aura le temps de s'adapter, ni les humains, ni la flore, ni la faune. Et dans un biotope, il suffit de modifier un tout petit paramètre pour mettre en péril toute son existence. L'adaptation des espèces, elle s'est faite sur des milliers d'années, sur une longue évolution. Et les espèces, elles n'auront pas le temps de réagir, notamment sur leur reproduction. Ça, j'insiste vachement, c'est le problème qu'on va trouver sur la faune et la flore, c'est le problème de la reproduction. La survie, c'est qu'un petit problème. La survie en tant qu'individu né, quoi. Donc, le changement climatique, qu'on vit actuellement, il est très, très rapide, il est très, très brutal à l'échelle géologique. Et ça crée un désordre total. Donc, ça va accélérer ça va donner des opportunités aux espèces envahissantes de venir coloniser les biotopes perturbés. On voit ici la renouée du Japon qui est partout, l'écrevisse américaine qui sont en train de complètement anéantir les écrevisses à pattes blanches qu'on a dans les petits ruisseaux, là, parce qu'elles sont porteuses de la peste de l'écrevisse. Et c'est des porteuses saines de cette bactérie, mais quand elles rentrent en contact, il suffit juste qu'elles soient en contact, mais même à quelques mètres, d'une écrevisse à pied blanc. L'écrevisse à pied blanc chope la bactérie et est décimée. Il n'en reste plus qu'un tout petit peu dans quelques têtes de bassins versants. Mais je pense que d'ici quelques années, sécheresse aidant, on n'aura plus d'écrevisse à pied blanc donc dans le Haut-Beaujolais, alors que c'est une espèce endémique qui était là depuis des dizaines de milliers d'années. Donc, dommage. Alors, si on veut parler de biodiversité dans la région, je pense que le principal problème, c'est la perte d'habitat auquel les espèces sont inféodées. Donc, ce n'est pas seulement dû au changement climatique, mais ça peut être dû à l'agriculture principalement, à l'urbanisation, etc. Mais comme le thème, c'est le changement climatique et la biodiversité, je pense que d'abord, le premier problème, c'est l'eau. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Je te remercie d'avoir rappelé que l'eau était l'un des principaux gaz à effet de serre. Effectivement, c'est très bien de le rappeler. Plus il fait chaud, plus il y a de l'eau dans l'atmosphère. Et plus, c'est un phénomène d'emballement comme les autres. C'est à peu près le même problème qu'avec le CO2. Alors, chacun a pu observer depuis 2015, en fait, la bascule, elle s'est faite en 2015, en tout cas en France. Dans la région, on l'a bien vu, il y a eu un changement net au niveau du climat. On a eu, en partir de 2015, des étés chauds et secs, et des sécheresses intenses et longues, vraiment intenses et vraiment très longues, avec de temps en temps des gros coups de chaud, des 40 degrés, qui ont un effet sèche-cheveux qui est ravageur pour la faune et la flore. Pourtant, on pourrait remarquer qu'il tombe à peu près toujours la même quantité d'eau. Chez nous, il tombe à peu près 1000 mm, ça fait 1 mètre d'eau par an et par mètre carré. Sauf que cette eau, elle est répartie dans l'année d'une manière très différente. Il va pleuvoir, par exemple, il va y avoir des épisodes de pluie intense et suivis de longues périodes de sécheresse. Voilà, donc la pluie intense, ce n'est pas terrible.
Parce qu'en fait, quand il pleut beaucoup, par exemple, en 2018, dans mon village, on a eu 65 mm en 1 heure. C'est énorme. C'est quasiment un phénomène cévénol. Il y aurait plu un tout petit peu, on aurait eu tous les villages inondés, un tout petit peu plus. Il y aurait plu un quart d'heure de plus, je pense qu'on aurait eu quelques villages sous l'eau. Et ben cette eau-là, elle sert à rien, pas quasiment à rien, à part détruire, c'est tout ce qu'elle fait. L'eau, elle va, quand ça tombe trop, comme ça, même sur plusieurs jours, hein, quand il va tomber, même il n'y a pas si longtemps, il est tombé 10 cm en 2 jours, cette eau, elle ne sert pas à grand-chose. Parce qu'elle va ruisseler. En plus, comme on a aménagé le territoire depuis des milliers d'années, hein, depuis l'Antiquité, avec un système pour que l'eau n'aille pas envahir les villages, ni donc pas les prairies, etc., on a tout fait en sorte pour que l'eau elle descende le plus rapidement possible à la rivière. Et ben, toute cette eau qui va tomber là en quelques jours et puis après rien, et ben, elle va aller directement à la rivière, elle n'aura pas le temps de s'infiltrer dans le sol. Et même en temps normal, l'eau les précipitations, même quand il pleut normalement, vous avez les 2/3 de l'eau, il y a très peu de gens qui le savent, ça met 2/3 de l'eau qui tombe sur un terrain, 2/3 de l'eau va s'évaporer. Vous aurez seulement 9% de la quantité d'eau qui aura précipité qui va rejoindre les nappes souterraines. Et vous aurez une goutte sur 100 qui va aller alimenter la rivière tranquillement par les sources et par les berges. Vous voyez ? Donc, en fait, on se retrouve qu'avec 10% d'eau qui va vraiment servir au réseau hydrographique, quoi. Enfin, 9% de l'eau qui sert vraiment au niveau hydrographique. 66% de l'eau qui s'évapore, soit le soleil tape directement sur le sol et puis évapore l'eau, soit par évapotranspiration avec les plantes. Voilà, donc il y a quand même 66% qui peuvent servir pour les plantes. Alors, dans le Beaujolais, avec ces histoires d'eau, on a un gros problème, c'est qu'on a une roche qui ne retient pas l'eau, qui retient mal l'eau, contrairement aux roches sédimentaires. Dans le Haut-Beaujolais, on a des roches métamorphiques qui, en fait, sont des roches qui sont très, très denses. Et l'eau, elle va venir se stocker dans les roches, elle va venir se stocker, en fait, dans les fissures. Elle va se stocker par condensation sur les parois des micro-fissures de la roche. Et puis, dans la faible couverture de sol qu'il peut y avoir, de sol dégradé qu'il peut y avoir au sommet de ces formations métamorphiques, si bien qu'il y a très, très peu de réserves d'eau dans le Beaujolais. Voilà. C'est pour ça que dès qu'on a un épisode de pluie, de sécheresse intense qui dure quelques semaines, on a beau avoir de très, très grosses montagnes, hein, c'est quand même des très, très gros massifs, c'est des millions de tonnes de roches, il n'y a plus d'eau qui sort des sources, il n'y a plus d'eau qui sort dans les rivières. Voilà. Alors, moi, ce que je vois identifier aussi comme problème avec l'eau, c'est la grande mode en ce moment chez les agriculteurs de la FNSEA de faire des retenues collinaires. Alors, attention, ça va arriver, il va y en avoir partout. On appelle ça aussi des bassines. Donc, en gros, c'est une bâche dans un trou. On stocke des dizaines de milliers de cubes d'eau pour satisfaire les besoins de la ferme. Alors, vous avez des fois des projets qui peuvent être tout à fait louables. Hein. Ça peut être des fois pour alimenter en eau une petite ferme qui va faire du maraîchage, donc il n'y a pas de problème, mais généralement, c'est absolument stupide, c'est pour arroser du maïs qui va être donné à manger à des vaches qui ne sont pas du tout adaptées à la région. Alors, ces bassines, soit elles sont alimentées par des eaux de ruissellement, c'est-à-dire celles qui sont alimentées, ou alors elles sont alimentées par pompage, soit l'eau de ruissellement, donc c'est des fossés qui vont être connectés aux bassines, donc là, quand il pleut, ça remplit la bassine, soit par pompage. Alors, par pompage, on a vu, il n'y a pas beaucoup d'eau déjà, alors la prendre pour ensuite la mettre dans la bassine. Dans la bassine, il y a 40% de l'eau qui s'évapore en moyenne de ce qu'on met dedans. C'est plusieurs litres par seconde. À partir de 30 degrés, c'est hallucinant. Soit par ruissellement, alors là, c'est grave aussi, parce qu'en général, les besoins en eau dans ces bassines, ça se fait au mois de mai, au mois de juin, là, quand on arrose le maïs, au mois de juillet, août. Ça commence au mois de mai. Au mois de juillet, elles sont vides, les bassines. Donc, quand vous avez une période de sécheresse qui est très longue, qui dure par exemple depuis début juin, comme on a vu en 2018-2019, et qui s'étale dans le temps comme ça, et puis qu'il y a un tout petit orage au mois de juillet, et le ruisseau en bas qui est en train de crever, qui a besoin absolument d'eau, non, il faut d'abord que l'eau aille dans la bassine avant d'aller dans le ruisseau. Donc, c'est un gros problème. Et ça, je le relie au changement climatique parce qu'en fait, pourquoi les agriculteurs ont besoin d'eau ? Parce qu'il y a des très, très longues périodes de sécheresse et c'est pile poil la période où ils ont besoin d'eau pour arroser soit des légumes, soit du maïs, voilà, pour faire de l'ensilage.
Donc voilà, donc je voulais parler des bassines parce que ça me semblait quand même vachement important puisque ça va arriver. Voilà. Alors, il faut également s'attendre à des méga inondations, hein, comme on a pu voir en Belgique, en Allemagne, des phénomènes qui peuvent ressembler à des phénomènes cévenols, en fait, principalement en essai, et qui vont fortement accentuer l'érosion des sols. Hein, quand vous avez des coupes rases de douglas, par exemple, dans des pentes comme ça, quand il y a d'énormes précipitations, d'énormes phénomènes météorologiques comme ça, vous avez toute la terre qui descend. Voilà. Ça peut aller très, très, très vite. Vous pouvez perdre tout le sol d'une pente. Voilà. Donc ça, c'est aussi un phénomène auquel il faut s'attendre et il faut absolument que les forestiers réagissent et qu'ils arrêtent absolument ces coupes rases, qu'ils mettent les andins dans l'autre sens, pas dans le sens de la pente, parce que c'est plus facile pour eux, mais dans un perpendiculaire à la pente, etc. Quand vous voyez une rivière marron après la pluie, c'est pas du tout normal. Hein. Quand vous allez en Alaska, dans des endroits où il y a très peu d'activité humaine, quand il pleut beaucoup, la rivière est toujours plus ou moins blanche, quoi. Voilà. Une rivière marron, c'est pas du tout normal. Elle est chargée en sédiments. Alors, on a donc une région qui est fortement occupée par des plantations monospécifiques, en particulier des plantations de douglas, de temps en temps des plantations de sapins de Noël et puis d'autres trucs. Alors, des plantations de douglas qui sont là pour fournir du bois d'œuvre, certes, mais il faut savoir que 80% du douglas qui est récolté ici, il part en pellet de chauffage. Il y a très, très peu de gens qui le savent. Donc, le pellet de chauffage, il est vendu à tous les écolos comme une énergie verte, mais ça ne l'est pas du tout. Voilà, les arbres qui sont ici, moi j'ai vérifié plusieurs fois l'information, ils servent de ballast, parfois, hein, pas toujours, mais pour une bonne part, il sert de ballast dans de très très gros bateaux qui traversent l'Atlantique pour aller livrer des conteneurs de marchandises au Canada, par exemple. Et au Canada, ils ont des énormes installations, et ça fait 1 km², qui fonctionnent au fioul et qui transforment le douglas, l'arbre de douglas comme ça, en pellet de chauffage, qui revient ensuite en sac, qui resserre de ballast pour les bateaux, qui revient en Europe et qui est vendu comme un produit écologique, etc. Forêt durable, certifiée, tout ce que vous voulez. Alors, voilà pour le douglas. Ce qu'on peut dire sur le douglas aussi, c'est que le petit problème qu'on voit là depuis quelques années, on voit des arbres par-ci par-là qui sèchent. Il y a des fois des parcelles qui sont très attaquées par la sécheresse. On a des arbres qui sèchent parce qu'un douglas, ça boit beaucoup. Et on a des sols qui sont très pauvres, très très pauvres. Et qui sont très peu développés. Souvent, les sols dans le Beaujolais sont comme ça, puis en dessous, vous avez un espèce de sol, mais qui est stérile, qui provient de la désagrégation des roches métamorphiques qu'on a en dessous. Donc, et puis en plus, à chaque fois qu'on fait une coupe de douglas, on perd du sol, parce qu'il pleut dessus, la terre descend, etc. Donc là, les nouvelles générations de plantations, elles ne vont certainement pas aller jusqu'au bout. Ça fait depuis 2012 qu'il y a des rapports qui le disent, que le douglas qui est planté maintenant ne sera pas récolté adulte. Voilà, donc le petit problème qu'on a de sécheresse, c'est rien du tout par rapport à ce qui nous attend. On peut s'attendre à une hécatombe complète des forêts, un effondrement spectaculaire des forêts dû aux sécheresses. Et surtout, je pense que on verra bien, hein, mais il y a des parasites. Hein. Vous avez vu en Alsace, il y a déjà plein d'arbres qui sont morts à cause des scolites. Et il y a une scolite qui aime bien le douglas, c'est le pithiographe. Donc le pithiographe, il va à un moment donné, quand il va attaquer ces forêts qui sont déjà affaiblies par le changement climatique et surtout le stress hydrique sur ces forêts. Alors, je peux vous parler donc pour la flore, pour les douglas, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. On peut s'attendre aussi à des pourquoi pas des incendies. Ouais, Grégory, sur la question des douglas, des plantations d'arbres, est-ce que du coup, il y a une dynamique de recherche de nouvelles essences plus résistantes, de travail pour arrêter les coupes blanches je pense notamment à l'ONF, mais pas de bol, le gouvernement actuel a fait un peu des coupes dans les effectifs, donc ils sont moins nombreux pour faire le même boulot, mais je pense à des réseaux comme le réseau des alternatives forestières aussi qui essayent de travailler sur cette question. Comment est-ce que la forêt de demain peut être résiliente à ces changements-là Alors, vous avez effectivement, tu as des coopératives qui réfléchissent à faire autrement, donc
avec, je crois, 2000 ou 2500 euros, vous pouvez devenir sociétaire d'une coopérative dit durable. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y en a une qui est dans le coin. Là, Le Cerver. Le Cerver, Ouais, je mets c'est le ça, lien ouais. si Voilà, vous voulez c'est vous ça. renseigner. Eh ben, tu Je crois peux, qu'il y a avec, aussi je ce crois, genre 2000 euros. d'initiative dans le Morvan, il me semble. Des gens qui Ouais, achètent des forêts pour Ouais. les c'est maintenir. ça. Pour essayer de trouver des Et alternatives. le, Donc, en faisant le des Cerver, forêts. ils sont vraiment lyonnais et ils achètent dans ce moment dans la Drôme, dans le Rhône. Enfin, ils essaient de trouver des forêts. Et moi, je les avais rencontrés. On les avait rencontrés avec Jacqueline en visio. Et ils sont vraiment chouettes. Je vous conseille, si ça vous intéresse. Il y avait Sébastien aussi Alors de ça, les c'est rencontrer. vrai que c'est une initiative qui est vraiment, vraiment intéressante et ça mérite vraiment de se pencher dessus et si ceux qui ont les moyens, de mettre un petit peu d'argent là-dedans parce que je pense que c'est la solution. Ici, on a des choucas, c'est un oiseau, un corvidé, un des plus intelligents du monde. Et le chouca, lui, il adore les noix. Alors, puis il se balade beaucoup dans la journée. En général, ils habitent dans les villages et puis ils vont chercher des noix et puis des fois, la noix, elle tombe. Et à chaque fois qu'il y a une parcelle un petit peu en friche, on voit des noyers pousser tout seul. Donc, c'est une piste. Le noyer pousse super bien dans la région. Voilà. Ok. Donc, voilà, il pourrait y avoir des pistes à travers les observations faites par-ci, par-là. Grégory, si je peux me permettre. Vas-y, Bertrand. Ouais. Il y a un point qui, moi, me pose souci, et je pense que tu as déjà des éléments de réponse par rapport à ça, c'est quand on doit confronter des gens à l'évolution climatique ou quand on veut leur mettre devant le fait accompli des dérèglements, de la disparition de la biodiversité, des choses comme ça dans le coin. Tu mettrais quoi en avant qui est visible, incontestable? Alors, il y a le Douglas qui rougit, là, c'est vrai que ça commence à faire parler du monde, mais c'est une des choses. Qu'est-ce que tu avancerais d'autre comme élément factuel qui permet de discuter au café du coin en disant mais tu te rends bien compte que, je sais pas, alors je sais qu'à Poule, par exemple, il y a une source qui ne coule plus. Il y a des choses comme ça, mais quoi d'autre? Il y avait l'Orval, par exemple, un petit ruisseau qui coulait de Saint-Nizier et l'année dernière, il a complètement séché. Et c'était un des ruisseaux qui était le meilleur pour la reproduction de la truite fario. Voilà. Et l'année dernière, il était complètement à sec. Donc, moi, j'avais des photos de truites qui avaient été prises dans ce ruisseau, de magnifiques truites. Il y avait une souche génétique qui était endémique à ce ruisseau. Et là, il était complètement à sec. Alors, de montrer les photos des petites truites qu'il y avait dedans et en se baladant avec les photos le long du ruisseau sec, je ne sais pas. Difficile à dire, je ne sais pas. Je pense que tant que les gens ne seront pas touchés dans leur chair, vraiment, c'est comme le fumeur et il continue à fumer jusqu'à ce qu'il soit malade, quoi. Ou qui connaissent quelqu'un qui, je sais ce qu'il a un pote ou sa mère ou je ne sais pas, ou lui-même, c'est compliqué, quoi. On a le même phénomène au Mont Saint-Régaud aussi, il y a une petite source et l'été elle est quasiment asséchée, quoi. D'année en année, on voit vraiment qu'il y a un écoulement qui est beaucoup plus faible, beaucoup plus. Alors, je ne sais pas si c'est lié directement, mais en tout cas, voilà, quoi. Nous, on a pu le constater sur une dizaine d'années. Voilà. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément référencées. L'information n'est pas forcément croisée de tout ça, vous pensez ou... Ouais, Vous savez, on ne sait jamais trop ce qu'on perd, quoi. Si par exemple je vous coupe le bras, vous savez qu'il vous manque un bras, quoi. Mais si vous n'avez jamais eu deux bras, vous ne savez pas, quoi. Ça fait d'avoir deux bras, quoi. Le paysage ici pourrait être vraiment magnifique. Les reliefs sont vraiment très très beaux, sauf qu'ils sont ravagés par ces plantations de douglas, quoi. On ne sait pas ce qu'on perd, vraiment. Mais moi, j'ai vu des photos d'ici avant qu'il y ait les grandes plantations de douglas quand c'était encore bien en prairie, et ça n'a rien à voir. Je veux dire, on a perdu déjà un paysage. Alors, je sais pas, une exposition de photos. Faudrait trouver de très belles photos de paysages d'ici des années 40, des années 50, les comparer à maintenant, quoi. Du début du siècle. Ça pourrait être vachement intéressant. Il y a pas mal de cartes postales qui effectivement reprennent les paysages du Haut-Beaujolais. Hein. Enfin, on a l'occasion de rencontrer, nous, avec d'autres associations, et où effectivement il n'y a pas un arbre, il n'y a pas une forêt monoculture telle qu'on les connaît aujourd'hui, quoi. Ouais. Il y a beaucoup moins de forêts que maintenant. Oui, tout à fait. Mais c'est un changement de paysage.
il y a des chiffres qui peuvent parler, quoi. Je peux vous parler des poissons. C'est un domaine que je connais bien parce que je me suis beaucoup intéressé aux rivières. Et les poissons dans le Haut-Beaujolais, je pense que c'est dramatique. C'est absolument dramatique ce qui est en train de se passer. On a des rivières où la biomasse, écoutez bien, mais la biomasse a été divisée par 10 depuis 2015. Je ne sais pas si vous voyez l'effondrement. Le Rhin, la haute vallée du Rhin, là, on avait population, la biomasse, donc la masse de poissons, divisée par 10 entre 2015 et 2019. Elle a été redivisée par 3 entre 2019 et 2020. C'est hallucinant, quoi. Là, c'est des chiffres, si vous voulez, ça peut se faire sur forme de courbe, mais c'est spectaculaire. Enfin, ça peut parler aux gens. On est quand même une nation qui est, enfin, un peuple, je ne sais pas comment on dit, mais il y a la population qui habite en France, quand même super instruite, et je pense qu'elle peut comprendre des chiffres comme ça, quoi. Pour parler des poissons, ils sont quand même particulièrement affectés par des phénomènes qui sont directement amplifiés par le changement climatique. Déjà, quand une rivière, il n'y a plus d'eau dedans, la pollution qui normalement était diluée, elle n'est plus diluée. Donc, elle devient très, très, très nocive. Vous voyez, s'il y a une pollution diffuse, constante, et puis qu'il y a beaucoup d'eau, le poisson, ça lui fait rien. Par contre, quand il n'y a presque plus d'eau dans la rivière, si cette pollution elle arrive toujours dans la même quantité, c'est dramatique. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Les poissons, ça va être la température de l'eau, la quantité d'eau, et puis aussi un point super important, et je pense que je vais bien insister là-dessus, c'est l'incapacité à franchir les obstacles qu'on a mis dans les rivières, c'est-à-dire les barrages. Le poisson le plus emblématique localement, c'est la truite fario. Parce qu'on a des rivières dites de première catégorie, c'est-à-dire qui, à l'origine, quand ça a été calculé, contenaient plus de 90% en biomasse de truite fario. Donc la truite fario, c'est vraiment le poisson du coin. Il est hyper bien adapté aux petites rivières torrentielles et caillouteuses qu'on a dans le coin. Et par contre, c'est un poisson qui a un besoin en taux d'oxygène dissous très important. Et ce taux d'oxygène dissous, en fait, il varie en fonction de la température. Plus l'eau elle est chaude, moins il y aura d'oxygène. Et plus elle est froide, plus il y aura d'oxygène. La température idéale pour la truite, c'est 10-11 degrés. À 18-19 degrés, la truite, elle cesse de s'alimenter, elle rentre en stress. Elle est vraiment pas bien, quoi. Et là, quand un animal, une plante est en stress, c'est là qu'elle chope toutes les maladies qui passent. À 23 degrés, il commence à y avoir de la mortalité, et à 25 degrés, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de truites, c'est fini. Moi, ça fait 12 ans que je me balade avec des thermomètres tous les étés, et je vais mesurer la rivière à différents endroits, et quand il fait chaud, parce que j'ai peur, et je viens vérifier, et quasiment tous les ans, j'ai 23 degrés. Voilà. Et j'attends les 25. Le jour où ça va tomber, on aura tous les poissons sur le dos. Il n'y aura plus de truites. Alors, les truites, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont se réfugier en fait, dans des trous d'eau pour chercher donc, cette fraîcheur. Elles vont aller là où il y a le plus d'eau. Parce que plus on va descendre en profondeur, et plus il y aura un peu plus de fraîcheur. Il va peut-être y avoir 23 en surface, mais il peut y avoir peut-être 20 degrés au fond. Donc, elles vont toutes aller se rejoindre là-bas, dans ces trous. Tous les poissons, d'ailleurs, de ces rivières-là, c'est-à-dire le chabot, le verron, l'empoil planeur et puis accessoirement le goujon, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est des poissons qui ils vont tous faire pareil, ils vont aller se mettre dans les trous. Donc, il y avait tous les poissons qui s'agglutinent dedans. Mais le gros problème de la truite, c'est qu'elle est cannibale. Donc, une truite grosse comme ça, elle peut manger des truites comme ça. Donc, elle va manger en fait toutes les petites truites qu'il y a dedans. Si ça dure longtemps, au bout d'un moment, il n'y aura plus qu'une grosse truite dans le trou. Donc, c'est assez dramatique parce qu'elle s'auto-détruit, quoi. Et puis, en plus de ça, dans ces petits trous, des fois, les trous deviennent tellement petits. Des fois, moi, j'ai vu des trous où il y a 50 cm d'eau sur 2 mètres carrés, où il y a 200 poissons. Vous pouvez l'observer dans la Zergue, par exemple, tous les étés, ça fait ça en ce moment. C'est super pour les prédateurs. Hein. Le héron, il vient tous les matins, il se gave. Hein. Puis là, maintenant, il y a les cormorans, parce qu'il n'y a plus de poissons, en mer. Et puis, il n'y a plus les pêcheurs scandinaves là, qui viennent ramasser les œufs de cormorans. Donc, il y a de plus en plus de cormorans qui viennent dans l'intérieur des terres. Et pareil, ils commencent à envahir les rivières, etc. Le martin pêcheur, donc super, la population remonte. Mais alors, lui, quand il est en nidification, il mange 10 à 12 poissons par jour. Donc, c'est pareil, il va avoir un effet sur ces populations de poissons qui va être assez spectaculaire. Donc, comme je disais, Grégory, je pense qu'on pourrait t'écouter pendant des heures, mais
Ouais. peut-être faire tourner la parole. Je te Alors, laisse je voulais encore juste, pour 30 finir sur secondes la pour truite, conclure. est-ce que je peux finir sur la truite en parlant des Vas-y, barrages? finis sur la truite. Parce que sur les rivières qu'on a dans le coin, c'était une région qui était assez industrieuse. Il y avait pas mal de petites usines, de petites scieries, etc. Et ça marchait avec des machines à eau. Hein, la machine à eau, ça existe depuis l'Antiquité. Et donc, il y a des barrages partout, partout. Sur la Zergue, il y en a 200. Il y a 200 seuils de barrage. Donc, on fait un barrage en pierre, ça fait une retenue d'eau derrière, et puis on libère l'eau par un petit bief pour alimenter le moulin, pour faire tourner le moulin. Et ces barrages, ils sont toujours là, sauf qu'ils ne servent plus à rien. Et c'est ces barrages qui empêchent en fait les poissons de migrer. Ils empêchent les poissons de migrer. Les poissons, ils veulent migrer parce que l'eau, elle est chaude derrière, donc ils veulent monter en direction des têtes de bassins versants, mais ils se trouvent bloqués au pied des barrages. Et là, ils se bouffent entre eux, comme on a dit. Ils attrapent des maladies, etc. Donc, la solution, ça serait de casser les barrages. Sauf que là, il y a une solution dite verte, encore une fois, un petit peu comme le pellet de chauffage avec les doubleurs, c'est qu'on veut nous mettre des barrages hydroélectriques partout. Voilà, pour décarboner l'économie. Ça va détruire nos rivières. Et le truc avec les rivières qu'on a dans le coin, dans le Beaujolais vert spécifiquement, c'est qu'on a des espèces qui sont vraiment inféodées à ces profils de rivières, des rivières, comme je disais, assez torrentielles, caillouteuses. Elles ne peuvent pas être remplacées par d'autres poissons. Par exemple, si vous mettez un gardon, un chevel, une carpe ou n'importe quoi dans la Zergue ou dans le Reims, elle va survivre. À un moment, il n'y a pas de problème. L'eau, elle est bien, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut. Si l'eau se réchauffe, ce n'est pas un problème pour le gardon, la carpe, etc. Elle peut tenir sur des températures beaucoup plus élevées, sauf qu'elle ne va pas pouvoir se reproduire, parce que les cyprins, ils ont besoin de 18 degrés au mois d'avril. Et au mois d'avril, ils n'y sont pas, les 18 degrés dans la Zergue. Et en plus de ça, quand ça va devenir trop torrentiel en hiver ou les gros orages d'été, les poissons, ils ne sont pas habitués, ils vont dévaler. Et puis quand ils vont vouloir remonter, ils vont tomber sur les barrages. Voilà. Ok. Merci pour les poissons, on pourrait parler des oiseaux et plein de choses. Oui, mais je pense qu'on pourra se refaire une soirée, un de ces quatre peut-être Enfin, on va faire une soirée sur la question de la biodiversité, notamment peut-être avec Hugues Mouret. Donc peut-être qu'on pourra continuer la discussion. Il y a pas mal de propositions et de questions sur le chat. On va quand même donner la parole à Bertrand. Bertrand, concrètement, comment vous y prenez sur cette fresque climat? Comment ça se passe pour la sensibilisation? C'est quoi finalement, votre mode d'action? Alors, j'en ai déjà dit pas mal tout à l'heure, mais je peux reprendre un petit peu, rebondir sur la fresque du climat qui a pour vocation de faire de la pédagogie. Au niveau du 3CHB, l'idée est d'avoir un groupe de travail, ça serait d'avoir un groupe de travail qui s'appuierait sur la fresque du climat. Donc, on a 2 animateurs aujourd'hui qui sont à même d'animer des ateliers. Et en fait, ça serait d'aller plus loin. Dire qu'on peut faire des fresques du climat, ça on y arrivera à un moment ou pas, mais on va en faire. De toute façon, ça ira dans le bon sens. Ce qui est plus compliqué, c'est d'étendre un peu la problématique à d'autres personnes aussi que le grand public. Si on veut s'intéresser à une évolution un peu du territoire, une de mes convictions au moins, c'est de passer par les municipalités, par les écoles, et de pouvoir aborder les communes sur la problématique du dérèglement climatique. Non pas il faut trouver le bon moyen et la bonne stratégie pour y aller. C'est là où j'aimerais que le groupe de travail réfléchisse plus qu'on ait 15 animateurs. Très bien, si on a 15 animateurs de la fresque du climat, ce sera parfait à condition qu'on arrive à monter des ateliers. Par contre, la question qui consiste à dire comment je vais pouvoir m'adresser à un maire ou à son adjoint en charge du développement ou de l'environnement pour le sensibiliser et l'amener à ne pas se sentir agressé, parce que par chez nous, c'est quand même souvent ça qui se passe quand on attaque le numérique. L'écologie ou l'environnement n'est pas la première préoccupation, voire même est plutôt repoussoire quand on veut en parler à des élus. Donc voilà, ça serait ça l'idée. Après, les fresques du climat, on n'en a fait pas beaucoup pour le moment. Moi, j'en ai fait plutôt à titre personnel dans un cercle privé. On a quelques contacts en ce moment avec 2 ou 3 mairies qui seraient intéressées pour le faire au niveau de leur conseil municipal, mais avec
un temps de réponse au moins, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on va arriver à les faire. Toujours est-il qu'on a eu un accueil plutôt favorable sur l'idée. Dans quelle mairie, tu veux nous dire? À Poole, entre autres, et puis on aurait Ranchal peut-être qui serait intéressé. Et il faut que j'aille voir Propierre. On a des relations avec le maire de Propierre qu'on connaît un peu. Chenette, ça serait bien aussi. Enfin, on est plutôt local de toute façon, et pour le moment, l'idée serait plutôt de donner envie aux autres maires en ayant des exemples locaux et en faisant en sorte qu'ils en parlent avec leurs collègues. Voilà. Et les écoles, on a aussi en local un directeur d'école privé, pour le coup, qui est bien impliqué, bien intéressé par ces problématiques climatiques et qui est prêt à tenter l'expérience de la fresque climat pour les enfants. Voilà. Donc ça, c'est une des actions. Ce n'est pas celle qui avance le plus vite au 3CHB. Et celle qui avance le plus vite aujourd'hui, c'est le café réparation. Donc, quand je dis qu'elle avance le plus vite, c'est celle qui a le plus de concrétisation, on va dire. Il y a eu 3 ateliers qui se sont faits, mais en comité restreint à cause du Covid et pour des problématiques de passe sanitaire. Enfin, bon. Après, on rentre dans des polémiques de groupe par rapport à ce passe sanitaire ou au port du masque, ne serait-ce que ça. Donc, dès qu'on va pouvoir faire ça en extérieur, je pense que ça va évoluer sérieusement, cette affaire. Et puis d'autres idées. Et le dernier point, c'est Nathalie qui en parlait un petit peu tout à l'heure, ou qui a mis un petit commentaire. Une de nos premières réunions qu'on avait tenues après la création, ça a été la mise en commun d'idées sur 3 axes qui étaient qu'est-ce que je fais au quotidien? De partager bêtement des actions quotidiennes. Alors, il y en a des tonnes, hein, il y a des bouquins là-dessus sur qu'est-ce que je peux faire moi tout seul dans mon coin au quotidien. Mais l'idée était plutôt de partager et de donner aux autres des informations sur ce qu'on pouvait faire, comme effectivement, quand on roule à 80 km/h, on consomme 15% d'essence en moins. Hein. Il n'y a pas photo, quoi. Alors, ça, c'est ce qu'on n'a jamais dit au moment des Gilets jaunes, mais on aurait pu le dire aussi, ça aurait peut-être atténué la grogne. Mais il y a ça, il y a tout. Enfin, je veux dire, effectivement, manger local, tout le monde le sait, mais il y a plein de petites choses que des gens font et qui sont collectées sur un tableau, que chacun, qui est un tableau partagé sur, je ne sais plus quoi, mais avec un lien, et chacun peut aller y piquer des idées et en rajouter. Un premier. Un deuxième, c'était de quoi je suis capable de parler. Donc, Grégory est capable de parler de la biodiversité dans les vallées du coin. Et l'autre partie du tableau, c'était de quoi j'ai envie d'entendre parler. Qu'est-ce que je recherche comme information et l'idée était de mettre en relation des gens qui disaient moi, je peux parler de ça, avec des gens qui cherchaient des informations sur le sujet. Et le troisième tableau était un tableau beaucoup plus lié à des actions, donc à la création de groupes de réflexion et de travail, en disant sur quoi j'aimerais bien m'investir, plutôt que de prendre que de l'information ou en donner, parce que c'était une manière de faire. C'était aussi de dire je suis prêt à passer du temps pour mener à bien une action. Le café réparation est un exemple issu de ça. Dans la réunion qu'on avait faite, des gens avaient dit moi j'aimerais bien lancer un café réparation. Et il est en train de se réaliser et de se concrétiser avec, on va dire, 6-7 personnes actives et une quinzaine de personnes intéressées pour devenir bénévoles. Alors je dis réparateur, mais on va dire réparateur. Une autre était j'aimerais bien lancer un système d'échange local. Et là, il y a aussi une réflexion qui est en train de se lancer là-dessus. L'aspect pédagogie, c'était aussi un axe de travail, mais qui a visiblement moins de succès auprès de la récupération de personnes qui ont envie de travailler là-dessus. Voilà. Et du coup, concrètement, là, pour les personnes qui ce soir se disent j'y vais, on fait avec vous, on fait un petit peu l'équivalent sur d'autres parties du territoire. Enfin, tu vois, est-ce qu'il faut être à moins de 10 km de Poules-les-Écharmeaux pour vous rejoindre, ou est-ce que finalement le 3CHB peut s'étendre sur l'ensemble du Beaujolais? Alors là, Beaujolais vert était déjà pas mal quand on a fait le compte du nombre de communes qui couvrait 20 km autour de Poules de Chennettes, plus précisément. Je crois qu'on est rendu à une quarantaine de communes. Après, ça, c'est pour l'aspect, si on veut, on communique avec les mairies de 40 communes. C'est-à-dire qu'on envoie nos
nos lettres d'information, on en fait 1 ou 2 par an, hein, il n'y en a pas des tonnes, qui disent bah voilà, on en est là, on a lancé tel truc, etc. Et ça, on l'envoie à une quarantaine de communes autour de Chennelet, qu'on a déterminé comme étant le Beaujolais vert en faisant un cercle, hein, bêtement. 20 km autour de Chennelet, ça fait quoi? Globalement, ça tombe sur le Beaujolais vert. On en a rajouté 1 ou 2 parce qu'il y en a, on sait qu'elles sont plutôt motivées, d'autres dont on sait que c'est pas trop leur truc parce qu'elles sont plutôt dans le Beaujolais rouge, par exemple, à la limite des frontières. Mais voilà. Après, c'est ouvert à tout le monde. Donc, je vais mettre dans tes coordonnées ou les coordonnées du collectif. Et puis après, peut-être voilà. que si les gens sont un peu plus loin, est-ce que tu peux être aussi conseil en disant bah, nous, on a fait ça, vous pouvez peut-être commencer comme ça. Et puis après, il y a les acteurs qui sont là ce soir. Il y a des acteurs qui sont aussi pas là ce soir, qui peuvent être des relais d'information. Et puis, je donnerai ensuite la parole aussi à Chloé, qui nous parlera un petit peu de la dynamique du pôle écolo et de la dimension aussi politique de tout ça, avec les législatives, les présidentielles. Tout à fait. Mais je peux aussi partager une expérience que j'ai faite le week-end dernier, pas plus tard que le week-end dernier, à Thésée, où, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est globalement un ensemble de communes, alors elles sont peut-être une dizaine, j'ai plus leur nom en tête, comment elles se sont appelées, mais globalement, elles ont créé un événement où elles ont demandé à toutes les associations qui œuvrent, on va dire, sur la problématique des règlements, biodiversité, etc., de venir exposer aux autres ce qu'elles faisaient. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a plein d'idées à prendre. Donc, eux, ils ont déjà créé cette espèce de rassemblement ou au moins d'échange supporté par les mairies, pour le coup, largement, enfin, de ce que j'en ai compris. Alors, on doit pouvoir trouver des failles, mais j'ai trouvé que l'effort était notable. On n'a pas ça par chez nous. On n'a pas ça dans le Haut-Beaujolais, à ma connaissance. Ça pourrait être un objectif à terme de dire bah, que des communes s'investissent non seulement concrètement dans leur vie municipale, mais aussi soutiennent et organisent carrément des événements liés à ce genre de rencontres d'associations. Il y a le quartier métisseur qui fait un petit peu ça à Lamure, le petit bal des possibles à une époque, mais là j'avoue que je crois que c'est tombé un petit peu en désuétude, entre autres à cause du Covid. Ça serait une dynamique à relancer, à mon avis, ça, d'essayer de mobiliser des mairies. Ok. Bah, merci pour ce témoignage et ces pistes de travail. Là, au cours de la soirée, on a parlé de pas mal de choses, de s'informer avec les informations existantes, d'aller chercher de l'information. Je pense à Grégory avec son thermomètre dans les rivières et finalement être en veille, être en observation de ce qu'il y a autour de nous, construire cette information. La question aussi de sensibiliser, de faire en réseau, de faire avec les mairies. On a parlé aussi de l'action directe parfois qu'on peut faire individuellement ou collectivement sur les questions de transport, de chauffage, etc. Et puis là, on va du coup pouvoir, avec celles et ceux qui sont OK pour ça, parler aussi un petit peu de la dimension politique de ça. Il y a des programmes, il y a des candidats, il y a des candidates. On peut être plus ou moins à l'aise avec ça, mais ça existe. Et puis, ça fait partie du jeu aussi démocratique et potentiellement des changements qui peuvent venir demain. Il y avait Valérie peut-être qui avait levé la main, peut-être Nathalie, et puis ensuite, on donnera la parole à Chloé si c'est OK pour elle. Et puis voilà, on prendra encore quelques minutes après de manière plus ou moins formelle pour échanger avec celles et ceux qui le souhaitent. Si jamais vous partez un moment ou un autre, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat pour dire comment vous avez perçu la soirée, ce que vous en avez retenu, etc., etc. Valérie, en une phrase ou deux? Oui, moi, c'était vraiment pour finir la discussion là, de ces associations. Donc, c'est ce que je disais dans le chat, c'est qu'en fait, il va falloir quand même qu'on se regroupe tous là, parce que dans le coin, ça fait 3 ans, on voit arriver des associations qui tournent tout autour de ces mêmes thématiques. Et en fait, on ne se connaît pas. Nous, on en a monté une avec des copines là, sur Chazet. Notre selle, par exemple, on ne va pas monter contre nous, on va les monter avec l'association d'à côté qui est en train d'en monter un aussi. Et c'est ça, en fait, à un moment donné, il faudra qu'on arrive à faire, c'est à se recenser et à lancer peut-être un gros événement, un gros événement autour de ça, parce que je pense qu'on aurait pas.
À l'échelle du Rhône, du coup, tu veux dire, Valérie, du Nouveau-Rhône Du Beaujolais, enfin du Beaujolais? de notre partie, là, tu vois, du coin, là, parce qu'on n'est pas obligé de descendre à Lyon, hein, on Ouais, peut faire ok. chez nous. Donc vraiment faire réseau sur toutes ces associations, Ouais, puis je ces pense personnes que aussi hors association qui peuvent aussi faire réseau avec les associations, peut-être les communes. On parlait de Ranchal, il y a des mairies aussi qui se bougent un peu sur les questions écolo dans le Beaujolais. Donc, ok. je pense qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Nathalie, il me semble que tu avais demandé plusieurs fois la parole, je te la donne. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Je suis intervenue plusieurs fois, alors je voulais juste revenir sur les phrases et les petits mots que j'ai mis dans le chat. D'abord, ce qui est très compliqué en fait pour les gens conscients de notre évolution climatique, d'où qu'elle vienne et quelles qu'en soient les raisons, c'est la distance et la distance qu'on a avec ceux qui n'en ont pas conscience et on dirait qu'on n'habite vraiment pas sur la même planète. Je trouve ça très compliqué à gérer. Et je me rappelle d'une phrase qu'on peut dire, c'est il faut maintenant croire ce que nous savons. En fait, la plupart des gens entendent, mais ils ne veulent pas y croire. Et en fait, c'est douloureux pour eux de croire à ces changements, l'effondrement de la biodiversité. Tout ça, c'est tellement invraisemblable et catastrophique finalement qu'ils se voilent la face. Donc, je trouve ça très compliqué, la distance qu'il y a avec tout ça. Voilà. Et donc, simplement pour dire les petites choses que j'essaye de dire, parce que ces gens-là, on les heurte en fait si on y va avec nos convictions, qu'on discute là ensemble, on est un peu tous d'accord, mais les gens qui sont vraiment pas conscients et pas convaincus, je dirais il faut y aller un peu mollo pour pas qu'ils tournent le dos et qu'ils se rendent pas compte. Enfin moi c'est plutôt mon sentiment. Et du coup parfois effectivement il faut parler des épicéas. Alors j'en profite pour dire que c'est pas les doublins qui sont rouges, c'est les épicéas. Enfin moi c'est ce que la filière bois donne comme information. Ce sont les épicéas qui sont attaqués par les scolites qui rougissent et qui s'effondrent. Et une fois, j'avais dit en réunion publique, bientôt le lac des sapins, va falloir trouver un autre nom parce qu'on ne pourra plus l'appeler le lac des sapins. C'est fini, ce sera peut-être le lac des oliviers, qui sait, voilà, dans 20 ans. Donc ça, peut-être que c'est des choses qu'on peut porter au débat public parce que ça s'inscrit dans notre territoire et c'est visible. Après, je donne un petit exemple aussi. Parfois, je dis, quand je suis arrivée chez moi à Cubise, il y a 20 ans, il y avait un jasmin d'hiver dans ma cour. Il fleurissait au mois de février. Maintenant, il fleurit au mois de décembre. Ça aussi, c'est parlant. C'est tout simple, c'est de l'observation. Je ne vais pas avec mon thermomètre comme un scientifique, mais c'est de l'observation. Voilà. Et puis enfin, dernière chose, ça fait vraiment plaisir d'entendre parler d'autre chose que du Covid. Donc, merci à vous tous. Vraiment, ça fait du bien. Voilà. Merci de ce retour, Nathalie. N'hésitez pas, je vous invite par écrit dans le chat à aussi dire au fur et à mesure de la fin on n'a pas fini, mais de la fin de la soirée, le petit bilan collectif. Qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée? Coup de cœur, coup de gueule, qu'est-ce qu'on fait ensuite, etc., etc. Puis vous pourrez rester connecté si vous voulez aussi par la page Facebook ou directement en vous connectant par exemple avec Bertrand. On va donner la parole à Chloé. Chloé, les échos de tout ça dans les programmes politiques, qu'est-ce que c'est? L'actu politique, qu'est-ce que c'est? Le pôle écolo, qu'est-ce que c'est? Et du coup, comment finalement on marche sur plusieurs pieds, et notamment le pied du politique aussi. Oui, alors déjà merci beaucoup à toutes et à tous pour vos interventions qui étaient toutes très intéressantes. Alors effectivement, alors j'ai du mal à faire deux choses à la fois, Joris. Il fallait que je mette ma vidéo en évidence, pardon. Effectivement, donc moi je l'ai dit au départ, je fais partie de Génération Écologie, donc un parti politique, et je suis ravie qu'on puisse discuter au-delà des partis politiques. Déjà, je vois que ce soir, en fait, on n'est pas si nombreux encartés et c'est très bien.
parce que la dynamique que j'espère avec d'autres membres des partis politiques du pôle écolo sur ce territoire, la dynamique que nous espérons, en fait, c'est vraiment celle-ci, c'est-à-dire aller au-delà des partis politiques, aller toucher l'ensemble des citoyennes et des citoyens, en tout cas un maximum possible. L'enjeu, je crois, il est vraiment d'abord pédagogique et de sensibilisation à l'urgence climatique. On a beaucoup parlé d'éducation des enfants, voilà. Certains parlaient d'aller dans les écoles avec la fresque du climat, et c'est une superbe idée. Et je crois que l'enjeu, il est là aussi pour les adultes, en fait, politiquement parlant. Moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite porter, c'est-à-dire Nathalie, tu parlais de ne pas forcément s'adresser aux gens avec un message politique déjà bien ancré pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre parler d'écologie. Et je crois que tout l'enjeu dans des territoires comme le nôtre, il est là en fait. C'est d'abord peut-être d'aller parler de l'urgence, de ce que disent les scientifiques, des faits qui sont là en fait, qui ne sont plus approuvés. Puisqu'il y a un consensus scientifique qui est clair, qui est net et qui est précis. Et ça, malheureusement, effectivement, je crois qu'il y a un gros déni. Il y a un énorme déni généralisé. Et l'enjeu pour moi, en tout cas politiquement, il est d'abord là, quoi. Il est d'abord d'aller éveiller les consciences quelque part. Et donc, c'est ce qu'on essaye, c'est ce que j'essaye et ce qu'on essaye avec d'autres de mettre en place dans le cadre de l'élection présidentielle. Notre comité de soutien, en fait, c'est pas un fan club, c'est pas du tout un fan club de Yannick Jadot. C'est plutôt l'idée d'aller sensibiliser d'abord les citoyens, aller parler d'écologie, aller parler du climat, de l'urgence climatique. Donc, on a mis en place quelques petites choses. On a pensé au jeu du porteur de parole, pour ceux qui connaissent, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'aller sur l'espace public, interpeller les citoyennes et les citoyens en leur posant des questions qui les interpellent et pour les faire parler, les écouter, écouter leurs ressentis, ce qu'eux, ils en pensent, et puis petit à petit, les amener vers une réflexion et peut-être vers un post-déni, et donc, c'est-à-dire une prise de conscience. Voilà, moi, c'est vraiment, en tout cas, ce qu'on essaye de mettre en place. Donc, on va essayer de faire des petites choses comme ça. Bertrand parlait de la fresque du climat. On aimerait aussi, avec la dynamique de la campagne des présidentielles, pourquoi pas faire des fresques du climat pour attirer les gens vers cette question du climat. Voilà, donc ça, c'est pour la dynamique du pôle écolo. Donc, chacune et chacun est le bienvenu. Il est ouvert, le comité de soutien qu'on a monté, il est bien entendu ouvert à toutes et à tous, bien au-delà des partis et des gens encartés. Vraiment, je trouve que c'est même nécessaire en fait qu'il le soit ouvert à d'autres. Donc, si vous connaissez du monde, si vous avez envie de nous rejoindre pour porter ces sujets, n'hésitez pas. Pour nous donner vos idées aussi sur comment aller sensibiliser un peu les citoyennes et les citoyens du Beaujolais et puis du reste de la 8e Circo, qui est du coup plus du côté de l'Arbrel, Saint-Bel, Écully et tout ça. Voilà pour ce que je voulais dire du comité. Et puis ensuite, évidemment, voilà, il y a un programme du pôle écolo qui n'est pas le programme de Yannick Jadot. Moi, je suis Génération Écologie, je le répète parce que c'est important. On a parlé un peu de décroissance tout à l'heure, donc voilà, c'est un des sujets de Génération Écologie. Et ce programme-là, il a été co-construit avec l'ensemble du pôle écolo, donc Génération.s, Génération Écologie, le mouvement des progressistes et EELV, bien entendu. Et voilà, il y a pas mal de choses qui ont été dites ce soir qu'on retrouve dans le programme qui est sorti mercredi dernier. Je pense notamment, je ne vais pas revenir du tout sur le programme. Si vous avez besoin du programme, que vous ne l'avez pas encore, je peux vous l'envoyer. Mais je pensais notamment aux forêts. Il y a un gros passage dans le programme sur la préservation des forêts, avec notamment la protection de 10% de nos forêts qui seraient laissées en libre évolution. On a parlé des coupes rases, donc il y a une interdiction des coupes rases dans les vieilles forêts, une interdiction totale, avec la limitation à 1 hectare des coupes rases dans les plantations, excepté pour des raisons sanitaires, ce genre de choses. Je ne vais pas revenir en détail parce que je pense que vous aurez tout dans le programme et il me semble que ce n'est pas forcément le lieu à 22h17 de vous détailler les mesures.
En tout cas, si vous voulez que je vous les détaille, je peux le faire. Mais il y a des choses sur les forêts qui me paraissent intéressantes et qui rejoignent pas mal ce qui a été dit par Grégory, notamment tout à l'heure. Sur la ressource en eau, il y a aussi, et en plus, ça fait le lien avec la volonté de Jacqueline d'allier ça à la justice sociale, puisqu'il y a une volonté aussi de veiller à ce que tous les citoyens aient un accès à l'eau de façon équitable et voilà, avec une volonté de faire reprendre tous les services de l'eau par des régies publiques à terme. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui rejoignent pas mal ce qu'on s'est dit, qui me paraissent intéressantes et dont on pourra discuter plus tard. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette discussion, c'est la première qu'on a, mais on envisage toute une série, je pense que Joris avait prévu de le dire, mais du coup, je le fais aussi. On envisage toute une série d'ateliers comme ça thématiques. On a parlé peut-être d'un atelier biodiversité qui est prévu, et il y en a d'autres. Voilà, si vous avez des idées de discussions comme ça, ouvertes à toutes et tous, qu'on pourrait monter, auxquelles on n'aurait pas pensé, vous êtes bien entendu les bienvenus pour nous faire part de ces idées. Toujours dans cet esprit, voilà, d'aller essayer de toucher les gens sur ce qu'ils vivent en fait au quotidien. Nathalie, elle parlait très justement du lac des Sapins qui deviendrait peut-être le lac des Oliviers. Mais je crois que c'est comme ça aussi qu'on ira peut-être sensibiliser les gens. C'est voilà, ce qui se passe en bas de chez moi en fait. Et peut-être qu'ainsi, ils auront la volonté de s'intéresser et à terme, du coup, d'avoir conscience des enjeux. Voilà. Et pour rebondir sur la prochaine soirée, c'est le 3 mars. Je suis en train de chercher le lien. Ça y est, il apparaît. Pardon, juste une seconde. La prochaine soirée, donc voilà, le 3 mars sur la question des transports, le 10 mars sur la question de l'attractivité et le dynamisme des territoires, le 17 mars sur la biodiversité des espaces naturels, le 24 mars sur la question de l'eau bien commun, peut-être l'air bien commun aussi. Donc voilà, quatre soirées à venir. Vous pourrez trouver les infos sur Facebook. Et peut-être pour conclure, avec juste vous partager l'écran pour vous montrer que le document sur lequel on a mis des post-it, vous pouvez le retrouver dans quelques jours si vous voulez, dans quelques semaines. Vous pouvez retrouver le diaporama, j'ai essayé de prendre quelques notes. Il y a des commentaires à l'intérieur des post-it avec certaines informations qu'a donné Grégory. Des liens, des ressources web qu'on a partagées. Enfin, ça peut être aussi un tableau que vous réutilisez. En quelques instants, peut-être un bilan très qualitatif, mais n'hésitez pas à écrire des choses plus précises dans le chat. Peut-être déjà comment vous avez vécu cette soirée, au-delà bien sûr de l'aspect un petit peu démoralisant de l'état des lieux, du climat, etc. Mais ce moment vécu ensemble de 0% où c'était l'angoisse, à 100% où c'était un vrai plaisir pour vous de cette soirée. Comment vous votez là, avec la main devant la caméra? Allez-y. 0% si vraiment c'était une soirée pas terrible pour vous, 100% si c'était top. On voit du 100% chez Sébastien, du 100% chez Mohamed, chez Chloé, ok. On a du 80% chez Grégory, chez Jérôme du 100%, ok. Sur finalement la motivation à agir, est-ce que ça a été plutôt pouce en l'air, quelque chose de mobilisant pour vous? Moyennement ou démobilisant, finalement, vous dites, bon, allez, c'est foutu, je vais aller faire la fête avec mon Hummer et manger du steak demain midi et matin et soir. Ok, donc je vois certaines personnes qui se disent, je me sens un peu mobilisé, Sébastien, Jacqueline, qui se disent, bon, un peu entre deux. Ok, et peut-être question aussi, est-ce que sur le champ politique, il y en a qui se disent, bah tiens, finalement, il faut que je m'y intéresse d'un petit peu plus près, si c'est le cas, pouce en l'air ou pouce en bas. Je vois par exemple Sylvie qui se dit oui, tiens, Mohamed, n'hésite pas à nous rejoindre, on t'attend. Ok, merci pour ça. Chloé a mis pouce en l'air. Ouais. Eh bien, peut-être on va conclure là-dessus. Si peut-être qui se dit je vais participer à au moins une des autres soirées, là, les jeudis en mars, levez la main s'il y a certaines personnes qui se disent ah tiens, on voit Valérie, Sébastien, Jacqueline, on voit pas mal de monde. Ben, écoutez, on se donne rendez-vous et puis si chacune ramène une nouvelle personne, eh ben, on sera plus nombreux et plus nombreuses. On va conclure là et couper l'enregistrement et puis on pourra garder un petit peu de temps informel. Merci à